Félix Tshisekedi tend la main à son homologue rwandais Paul Kagame. Joseph Kabila, de son côté, organise un conclave à Nairobi. Entre-temps, l'insécurité bat record à Kinshasa et un peu partout dans notre pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de On en parle. Aujourd'hui, on parle de tout ça et je reçois pour vous un analyste politique, un moukwéguiste, disant comme il aime qu'on l'appelle, qui est déjà sur ce plateau. Monsieur Eri, bonjour et bienvenue dans On en parle. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous qui nous suivent. J'espère que vous allez très bien. Très bien, le Seigneur nous fait grâce. Voilà, c'est avec lui que nous allons essayer de chercher à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Vous savez que l'actualité est tellement abondante. Nous allons essayer de chercher aussi des solutions, pas seulement comprendre ce qui se passe, mais chercher aussi des solutions par rapport à tout ça. Alors, Monsieur Eri, il n'y a pas assez longtemps que notre président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, lors de leur rencontre en Belgique, à l'occasion de Global Gateway, Tshisekedi a tendu sa main à Paul Kagame. Et vous, ici, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Nous pensons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a vraiment humilié la nation congolaise tout entière. Humilier la nation? Oui, parce que Paul Kagame, c'est un criminel. Paul Kagame, c'est lui qui est pointé du doigt pour avoir soutenu beaucoup de massacres en RDC pendant plus de 30 ans. Et notre chef de l'État, je pense que s'il travaille pour l'intérêt de la population congolaise, il ne doit pas changer de point de vue à longueur de journée. Vous pensez qu'il a changé de narratif? Oui, parce que nous étions tous focalisés sur des sanctions. Nous étions en train d'accuser le Rwanda et nous voudrions à ce que, pour le moment, la question principale, c'est que le Rwanda puisse retirer ses militaires qui sont sur le sol congolais. Et le président de la République, se retrouvant en Belgique, il a parlé de trois choses. La première chose, c'est qu'il a dit que lui, il n'a jamais affiché une attitude belliqueuse. Belliqueuse, oui. Je pense qu'au XXIe siècle, les paroles ne s'envolent plus parce que les paroles sont bien évidemment enregistrées. Il y a de vraies vidéos authentiques où on peut les retrouver en train de dire que Paul Kagame a kokota à Kolalanda côté, ou bien que nous devons aider les Rwandais à se débarrasser du régime de Paul Kagame, un régime sanguinaire. Vous voyez, quand il a dit tout ça, il disait ça en face du monde. C'est ça que vous appelez une attitude belliqueuse? Oui, parce que quand par exemple un président étranger, un président d'un pays dit qu'il va faire changer ou il va concourir au changement d'un régime constitutionnel dans un autre pays, vous comprenez que là c'est une menace à la paix et à la souveraineté de ce pays-là. Vous voyez, quand un pays dit que à partir de Goma, Tokoki, Kigali Wana. Je pense que sur le plan international, ce sont des provocations, ce ne sont pas des bonnes paroles. Je veux bien que notre chef, comme chef de l'État, il doit protéger la nation congolaise, il doit se battre contre tout agresseur, oui. Mais dire qu'à quoi attaquer Kigali, vous comprenez que c'est comme dire que c'est lui qui va commencer la guerre. Et à part l'attitude belliqueuse, il a dit une autre chose, comme quoi il avait déjà prévu demander des sanctions contre le Rwanda, mais il s'apprêtait déjà à retirer ou à mettre en mode en veilleuse ces sanctions-là. Pendant que le docteur Denis Mukwege, par exemple, aujourd'hui, il continue à réclamer justice en faveur des 14 femmes qui ont été enterrées vives après avoir été brutalement violées il y a aujourd'hui, jour pour jour, 26 ans. Vous voyez? Vous pensez que le docteur Denis Mukwege à la place de Félix Tshilombo aurait pu mieux faire que ça?
Oui, ça c'est une question très très importante. Elle m'est déjà posée par beaucoup de gens, même en dehors de la caméra, surtout ceux qui, à mon avis, sont déjà déçus par les régimes en place. Je pense que pour bien répondre à cette question, il faut prendre en compte trois aspects. D'abord, le parcours personnel du président Félix Antoine Tshisekedi avant qu'il ne soit président et le parcours personnel du docteur Denis Mukwege. C'est-à-dire que le docteur Denis Mukwege, il a d'abord bâti sa vie et c'est lui-même avec son travail et avec ses valeurs. Vous pouvez voir par exemple qu'il est connu au monde entier grâce à ses réalisations. Et il sauve des vies, vous voyez. Et déjà, le monde le connaît pas comme président, mais le monde le connaît comme quelqu'un qui est au service de la population congolaise pendant beaucoup d'années. Quand même, cela n'implique pas qu'il aura la même maturité en politique. Je voudrais vous faire voir que même avant de choisir notre chef, notre guide, nous devons quand même tenir compte de ce qu'il a déjà fait de par lui-même. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression qu'il y a des gens qui vivent de la politique, qui s'enrichissent en politique, mais dans leur propre vie, à eux-mêmes, ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose de grand, quelque chose qui puisse aider la société, à part la politique dans laquelle ils se retrouvent et dans laquelle ils mangent, qu'ils utilisent comme... Donc, on ne peut pas faire la politique parce qu'il n'y a que cela à faire. Mais il faut faire la politique avec le souci d'aider, de sauver le peuple ou la population congolaise. Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a aussi les valeurs qu'incarne le docteur Denis Mukwege. C'est un homme de paix, c'est un homme de justice. C'est quelqu'un qui est toujours, je vais dire, poussé par un travail bien fait. Il a le souci d'un travail bien fait. Et à part ces valeurs à lui-même, je veux aussi que vous puissiez avoir une idée sur les propositions du docteur Denis Mukwege chaque fois que le pays est en proie à la guerre ou le pays est menacé. Pour la situation dans laquelle nous sommes, la crise à l'Est, le docteur Denis Mukwege a fait 3 propositions qui sont plausibles, qui sont limpides. Lesquelles? Il demande à ce que le gouvernement congolais, le régime de Kinshasa, puisse comprendre la nécessité d'organiser une conférence internationale sur la paix en RDC. Vous savez que le monde entier nous envie. Je vais dire, les firmes et les entreprises du monde entier veulent des matières premières provenant de la République démocratique du Congo, mais aussi les États voisins. Alors, ce n'est pas important de signer des accords bilatéraux avec le Rwanda, par exemple, parce que nous avons, sur les 9 voisins que nous avons, si nous devons seulement signer avec le Rwanda, mais les autres 8 là, un des 4 matins, ils se réveilleront et vont dire, ils vont aussi réclamer leur part. Comme l'Ouganda, oui, qui nous fait aussi la guerre depuis des années. Il ne faut pas signer un accord bilatéral avec les M23. Parce que en RDC, maintenant, là, il y a plus de 120 groupes rebelles. Vous voyez, les Mai Mai, les Mobondo, le Katakatanga, ceux qui tuent en province orientale. Il y en a beaucoup comme ça. Alors, à quoi ça vaut de signer seulement avec le M23 pendant qu'il y en a plus de 100 qui peuvent aussi faire mal? Vous comprenez? C'est-à-dire que le docteur Denis Mukwege, ayant pris conscience de tout cela, il pense que la bonne solution, c'est d'organiser une conférence internationale sur la paix en RDC. Et sur cette table de négociation, sur cette table de conférence, il propose, il veut à ce qu'il puisse y avoir des acteurs nationaux, donc nous les Congolais, qu'il puisse y avoir des acteurs régionaux, quand je parle de la région des Grands Lacs, même ceux de la SADC, l'Union africaine, CPRGL et que sais-je encore. Mais aussi, il doit y avoir des grandes puissances. Sur cette table ou dans cette conférence internationale, on doit régler les problèmes du Congo, en tout cas fermer ou juguler les problèmes à la base, à la source. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est presque dans la même optique que son Excellence Félix Tshisekedi est en train de faire? Parce qu'il y a des pourparlers à Doha, vous les connaissez, il y a des principes d'accord signés à Washington, et entre-temps, il a tendu la main à Paul Kagame, il a même appelé ça pour chercher la paix des braves. Entre-temps, il n'est pas totalement contre le dialogue inclusif, mais tout en demandant quand même une condition, à ce que les opposants puissent quand même aussi doiter que l'agresseur
qui tue nos populations depuis des années, c'est Paul Kagame. Est-ce que vous ne voyez pas que le président s'inscrit presque dans cette même démarche et il a cette volonté-là d'avoir à tout prix la paix? À ma façon de voir, oui. Le président Félix, s'il recherche la paix, il veut la paix, une paix temporaire, une paix éphémère, une paix qui puisse l'aider à écouler son temps, à écouler son mandat. Vous voyez? Donc je veux dire qu'il est en train de défendre son pouvoir. Il défend son mandat, mais pas le peuple congolais, pas les terres congolaises. Parce que à Doha, par exemple, il négocie, ou le gouvernement négocie avec qui? Avec le M23. Je suis en train de fustiger et je dénonce les accords bilatéraux. À Washington, c'est le Congo et le Rwanda. Vous voyez, ça, ce n'est pas ce que demande ou ce que souhaite le docteur Denis Mukwege. Vous parlez d'un dialogue que le président Félix Tshisekedi veut ou souhaite. Ça, à ma façon de voir les choses, dans les formats que lui est en train de définir, c'est un monologue. Parce que nous ne savons pas comment on peut retrouver la paix en excluant ceux qui font les Congolais qui font la guerre, qui nous font la guerre. Bon, en fait, les Congolais traîtres. Nous ne savons pas. C'est vrai, vous pouvez, si seulement la condition de participation, de participer à ces dialogues, c'est seulement le simple fait pointer Paul Kagame. C'est tromper lourdement. Il y a par exemple, déjà, nous parlons d'une guerre de plus de 30 ans. Il y a aussi des gens qui ont fait la guerre à leur propre pays, mais aujourd'hui, parce qu'ils rhument en bon parfum avec le président ou avec le régime, ils sont, en quelque sorte pardonnés ou blanchis. Vous savez que dans ces pays, le MLC était comme l'AFC aujourd'hui. Avec Jean-Pierre Bemba. Il y a aussi, bien évidemment, il y a aussi le RCD. Ceux qui ont été avec le RCD, aujourd'hui, ils sont libres à Kinshasa. Vous voyez. Alors, c'est seulement Jean-Pierre Bemba, par exemple, Mbosso ou Lambert Mende, Délice Sanga, s'ils doivent le Rwanda, s'ils dénoncent l'agression, vous comprenez qu'apparemment ces péchés vont lui être pardonnés, il va aussi siéger. Pendant que le docteur Denis Mukwege, lui, il veut que nous puissions trouver une paix définitive, mais aussi, notez bien, une paix juste. C'est-à-dire, il ne faut pas sacrifier la justice sur l'autel de la paix. Parce que si vous faites cela, vous n'aurez ni la paix et encore moins la justice. Donc, je pense que la main tendue du président Félix à Paul Kagame, en tout cas, c'est une capitulation, c'est une honte, c'est une humiliation collective, une honte nationale, parce que nous, le bourreau pour nous, il s'appelle Paul Kagame. Et tant que Paul Kagame n'est pas puni, n'est pas sanctionné, je pense que nous, Congolais, nous ne nous sentirons pas, à l'aise. Nous nous sentirons toujours lésés. Donc, alors, vous pensez que le président devrait rester dans cet ancien narratif? Comment comprendre que notre chef, il est prêt à passer la main, à donner la main à notre tueur, à notre bourreau, à notre agresseur, pour qu'il commence maintenant à traiter, à signer des accords bilatéraux, à travailler ensemble. Ça, bon, il a demandé à Paul Kagame de donner les injonctions au M23 d'arrêter, qu'il se retire, que le M23, que les RDF, l'armée rwandaise se retire, afin de donner peut-être la quiétude au régime de Paul Kagame. Vous comprenez? Mais nous pensons que si le président de la République veut, Félix Antoine Tshisekedi, veut que nous puissions avoir une paix durable, nous lui demandons d'accepter l'organisation d'une conférence internationale sur la paix en RDC, et les conclusions, les résultats de cette conférence seront opposés au monde entier et à nous-mêmes Congolais. Vous voyez, la deuxième des choses, c'est que je pense que ça c'est la première des choses, c'est les retraits sans condition des troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais, c'est-à-dire l'application de la résolution de l'ONU 2773. Ça, c'est la première condition ou la première proposition du docteur Denis Mukwege. La deuxième, c'est celle dont j'ai parlé, l'organisation de la conférence internationale sur la paix en RDC. Et enfin, le dialogue. Le dialogue national et inclusif, le dialogue franc. Pourquoi? Parce que si le M23, l'armée rwandaise se retire, vous voyez, je pense que nous aurons une chance
de reconstituer notre pays, qui est au bord de la balkanisation, nous devons d'abord mettre un accent, une valeur, une pondération très distinguée pour le retour de l'unité et de la paix, je vais dire, de la cohésion nationale. C'est là obtenu. Maintenant, nous pouvons aller au dialogue. Les dialogues là, il ne faut pas que nous puissions exclure d'autres Congolais, s'il vous plaît. Comme qui? Kabila? Kabila, non, il ne faut pas l'exclure. Matata et tous les autres là, même Corneille Nangaa. Parce que, autant à l'Est, il y a des mauvais Congolais, des traîtres, de mauvais compatriotes qui ont pris des armes contre leur pays. Je ne parle pas de la population de l'Est, la paisible population. Je parle du mouvement M23 et AFC. Autant là, ils sont des mauvais, mais aussi à Kinshasa, je pense qu'ils ne sont pas autant, ils ne sont pas sains. Parce que celui qui vole l'argent du contribuable congolais, il est aussi mauvais, parce qu'il détourne l'argent du trésor public. C'est lui qui entretient la corruption, c'est lui qui fait l'injustice, c'est lui qui instaure la dictature. Il est aussi mauvais que celui qui prend les armes. Avant d'aller très loin, M. Eri, aujourd'hui, doit-on dire que le docteur Denis Mukwege est un opposant dans ces pays où il est qui concrètement actuellement? Je pense que pour sauver, pour aider, pour servir le pays, il ne faut pas être soit de l'opposition, soit du pouvoir. Donc, il est dans la résistance, il n'y a pas seulement deux camps. Vous voyez, pour être un bon patriote, il faut être attaché à son pays. Le docteur Denis Mukwege, il se bat jour et nuit, il dénonce, il défend la population congolaise et les terres congolaises, ça le suffit, ça nous suffit. Quitte à savoir de quel côté nous sommes, ça ce n'est pas notre problème. Parce que pour être congolais, en tout cas, il n'y a pas une condition selon quoi il faut être de l'opposition ou comme de la majorité ou alors de la société civile. Nous savons que le docteur Denis Mukwege, il est au service de la population congolaise. Et dans ses œuvres, vous voyez, dans ses réalisations, il aide, il est au service de la population congolaise, mais aussi dans ses paroles, dans ses déclarations, dans ses faits et gestes. C'est ce qui nous concerne. Je voudrais que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, cette affaire de classification, soit vous êtes opposant, soit vous êtes du régime, ça fragilise l'unité et la cohésion nationale. Pourquoi on ne peut pas se dépasser? Donc aujourd'hui, il n'est ni opposant, ni de la majorité. Pourquoi on ne peut pas se dépasser? Parce que pour que nous puissions arriver à unir notre pays et à vivre ensemble, à retrouver la paix, vous allez voir, c'est une condition sine qua non. Il faut que ceux qui sont à Kinshasa dépassent leurs intérêts personnels, les clivages politiques. Il faut aussi que ceux qui sont à l'Est, c'est-à-dire les Corneille Nangaa et autres, qu'ils puissent aussi se dépasser, alors que chaque Congolais, les deux extrémités, qu'ils puissent accepter de mettre un peu d'eau dans leur vin pour que nous puissions trouver le juste milieu. Et effectivement, c'est là que se retrouve le docteur Denis Mukwege. Parce que Mukwege est parmi les rares Congolais qui servent la population congolaise sans demander de dividendes. Le docteur Denis Mukwege n'est pas impressionné par les postes. Même dans tout ce qu'il fait, vous ne le voyez pas commander ou dire voici où est ma part, bon patati patata. Non, il n'est pas là. Il se contente. Est-ce que ce sont les c'est ça gens, le vrai patriotisme. Est-ce que ce sont les gens qui demandent au docteur de faire la politique ou à un certain moment, et les docteurs pensent qu'il peut aussi mieux faire dans la politique pour en finir certainement. Il y a quelqu'un qui a dit que si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéressera à vous. Merci, messieurs. Nous pensons que les mots là, soit opposants, soit du régime, politicien ou pas, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est le patriotisme. Et je vous dis, le patriotisme, c'est le fait de s'attacher à sa patrie. Peu importe là où vous êtes. Il y en a qui sont au pouvoir, il y en a qui sont membres du régime, mais ils sont champions dans les vols. Bon, dans les détournements, dans la corruption. Est-ce que ça, ils sont congolais, ils sont patriotes? Il y en a aussi qui sont dans l'opposition, qui sont aussi en train de tendre la main ou qui complotent contre la République, qui sont en train de travailler avec l'ennemi. Je ne pense pas que ce soit du patriotisme. L'essentiel, c'est de servir le pays, de servir sa mère patrie. Merci beaucoup, Monsieur Eri. Je disais dans l'entame de cette émission, du conclave qui s'est tenu à Nairobi, Joseph Kabila à la tête avec une frange de l'opposition. De là est sorti un nouveau concept
ce mouvement qui a vu jour, Sauvons la RDC. Comment avez-vous accueilli cette initiative et que pensez-vous des biens qui peuvent sortir de cette initiative de Nairobi? C'est comme je venais de le dire, M. Jourdain. La RDC est en train de souffrir à cause des agissements des politiciens. Vous voyez? Et à un certain niveau, j'ai même constaté un moment que la politique était prise en otage par certaines personnes qui pensent ou qui pensaient que ne peut avoir droit au chapitre politique que celui qui le ressemble, vous voyez, ou qui ressemble à eux. Du coup, quand vous voulez postuler, on vous demande mais votre parcours politique. Comme si, pour postuler, il faut avoir parcouru plus de 100 km lors d'une marche de protestation ou que sais-je encore. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui s'est tenu à Nairobi la semaine en cours, c'est pratiquement les reflets de ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais un peu m'expliquer. Les reflets de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, comme nation. Vous voyez? C'est qu'il y en a qui ont le pouvoir et qui l'exercent, je vais dire, en violation de la Constitution ou de certains articles de la Constitution. Ils voudraient ou ils souhaitent se maintenir au pouvoir, point. Quand je dis point, c'est-à-dire ils oublient la continuité de cette phrase, se maintenir au pouvoir par les voies ou des voies démocratiques. C'est ça. Quand vous posez la question à quelqu'un qui est à l'Union Sacrée aujourd'hui, bon, même à quelqu'un, un membre, un combattant de l'UDPS par exemple, il vous dit l'objectif d'un parti politique, c'est conquérir les pouvoirs et les conserver. Il s'arrête là. Il oublie qu'il faut conserver ces pouvoirs par les voies démocratiques ou l'exercer par les voies démocratiques. Et du coup, il y a d'autres personnes, d'autres citoyens congolais qui se disent mais comment? On veut changer la Constitution? Mais comment nous allons les y empêcher? Il faut alors que nous puissions aussi monter quelque chose comme quoi qu'on va appeler par exemple sauvons la RDC. Et encore, il faut vous rappeler qu'il y a 10 ans, en 2015, si je rentre, un groupe d'opposants s'est réuni, ils s'étaient réunis au Sénégal, dans l'île de Gorée. C'était aussi pour voir comment éjecter ou faire partir Joseph Kabila. Vous voyez? C'était pour arrêter des stratégies parce qu'il y avait une élection qui était en vue. Et aujourd'hui, cette jurisprudence nous rattrape. Je suis en train de voir certainement un Joseph Kabila, à mon sens, qui a retroussé les manches. Un condamné à mort d'ailleurs, pour le rappeler. Merci beaucoup. Un Joseph Kabila qui a retroussé les manches. Il a mis de côté sa veste d'ancien président, vous voyez, et il se lance au front. Parce que moi, quand j'ai vu... Vous pensez qu'il a été poussé à bout? Quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais pourquoi il a accepté de quitter son titre hein, d'ancien président pour se mettre encore sur le front des attaquants? Le titre lui a déjà été enlevé récemment avec Est-ce qu'il les reconnaît? Mais ça, c'est ce que nous reconnaissons ici au Congo. Non. Le Sénat lui a enlevé ses immunités. Oui. Des sénateurs à vie. Oui. Aujourd'hui, la cour militaire l'a condamné à mort. Est-ce que Kabila n'avait pas vraiment le temps de se dire: je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre, carrément, je ne suis plus considéré ancien président. Alors, pourquoi ne pas aller au front, comme vous le dites? Un front politique. Exactement. Vous voyez? Exactement. Les fronts politiques, oui. Mais avec cette constitution que nous avons, je pense qu'il devrait toujours montrer la hauteur. Je ne dis pas qu'il est descendu très bas. Non, ce sont des stratégies politiques.
Si en tout cas leur démarche elle est pacifique, leur démarche elle est constitutionnelle et qu'ils sont dans les lois de la République, ce n'est pas un problème. Mais c'est à Kinshasa par contre, au régime de Félix Tshisekedi que je vais parler. Je voudrais qu'ils puissent prendre au sérieux parce que à suivre la déclaration de Patrick Mouyaya, on dirait qu'ils sont en train de minimiser. Il n'y a pas que lui, les premiers ministres aussi, les vice-premiers ministres, j'allais dire Chabani. Jacquemain Chabani. Oui. Ils sont en train de minimiser l'impact de ce que ça peut avoir sur le terrain. Le cash, c'est-à-dire l'union ou l'accord entre l'UDPS et l'UNC est né à Nairobi. Et vous savez qu'ils ont pris le pouvoir. Mais aussi l'AFC, c'est né aussi. Ils sont aussi nés là. Et ça fait, ça met à mal le régime, ça met à mal le pays. Mais que retenir de Nairobi concrètement face à la RDC? Je pense qu'il faut retenir qu'il y a un front politique qui est né dont l'objectif est de faire barrage à une éventuelle manœuvre de changer la Constitution. Et voilà, donc ce front est né pour effectivement faire ressentir ce qu'ils ont appelé les vœux de la population congolaise. Quand vous suivez par exemple Matata qui dit qu'il était temps que l'opposition congolaise puisse exprimer les desiderata, les soucis, la volonté de la population congolaise. Et donc, quand le chef de l'État, je vais dire, beaucoup s'est posé la question, mais si l'idée de changer la Constitution est lancée officiellement, quelle est cette dynamique, quelle est cette force politique qui va mobiliser, rassembler la population pour faire barrage à cette idée de changer la Constitution? Eh bien, ce n'est là. Mais nous pensons que, comme je venais de le dire, tous les deux camps qui sont opposés doivent mettre de l'eau dans leur vin pour mettre les intérêts de la patrie, les intérêts de la nation avant les leurs. Que ceux qui ont des envies ou des envies démesurées, je parle de ceux qui veulent marcher sur la Constitution, ceux qui veulent changer la Constitution, ceux qui veulent régner ad vitam aeternam. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas opportun. Nous sommes en guerre, notre population est dans une misère terrible. Ce n'est pas le moment de vouloir changer la Constitution. Mais aussi ceux qui sont en train d'applaudir à l'avancée ou à l'avancement de l'agression. Ils doivent comprendre que l'unité de notre pays passe avant nos intérêts personnels. C'est-à-dire nous devons et à la fois refuser les changements de la Constitution, nous devons aussi refuser la balkanisation, nous devons refuser l'agression. Et c'est là, nous devons donc appeler au dialogue, à l'organisation du dialogue. Le mal est que le régime a en quelque sorte fait de la démarche de la CENCO, de l'ECC et de la CENCO, le régime a fait ça d'une démarche de l'opposition. Vous voyez, quand ils sont en train de présenter la démarche de l'ECC et de la CENCO, ils ne présentent pas cette démarche comme une démarche salutaire à la nation, mais ils pensent que c'est une démarche de la CENCO, de l'opposition, comme pour dire que la CENCO elle est au solde de l'opposition. Pourtant, c'est faux, c'est 100% faux. Ce n'est pas pour la première fois que la CENCO vient au secours de la population congolaise. Et vous pouvez vous rappeler que même sous Joseph Kabila président, l'UDPS travaillait de commun accord avec l'Église catholique. Et Kabila ou le régime Kabila n'avait jamais dit que la CENCO était au solde de l'opposition. Voilà, monsieur Eri, nous allons terminer cette émission avec la question de l'insécurité, notamment à Kinshasa, avec ce qui s'est passé, le braquage à la Rawbank. Je crois que, au rond-point de la Victoire, je crois que vous aviez eu à voir tout ce qui s'est passé, beaucoup de spectacles. Aujourd'hui, peut-on dire que nos banques ou notre population n'est pas suffisamment sécurisée, ou c'est juste
de malfrats qui se sont donné le luxe d'aller essayer de cambrioler, et c'est tout. Cet événement malheureux a révélé beaucoup de choses. D'abord, la fragilité de services de sécurité, la fragilité de notre sécurité, vous l'avez déjà dit. Donc, la population n'est pas sécurisée. Les investisseurs ou les investissements ne sont pas sécurisés. Et dans ces climats, je ne pense pas comment la RDC peut attirer encore plus d'investisseurs. En pleine journée, des gangs ou des groupes mafieux pénétrer une banque, neutraliser toute l'administration et que ça puisse faire plus de 2 heures que ces gens-là, les malfrats, les gangs ne sont pas maîtrisés, ce n'est pas bon. Et encore, pour, je vais dire, une dizaine, en tout cas moins de 10 personnes qui braquent une banque, voir que l'État congolais a mobilisé plus de 100 personnes, policiers, FRDC, JR, Jeep, blindé. C'est peut-être stratégique parce que peut-être ils ne savaient pas à l'intérieur il y a combien de braqueurs. Vous ne comprenez pas que c'est en plein capital. Ça montre aussi le manque de professionnalisme. D'ailleurs, avant de continuer, nous condamnons vraiment avec la dernière énergie permettez, le fait d'avoir dénudé, vous voyez, le fait d'avoir dénudé la braqueuse. Honorine Porsche. Voilà, la braqueuse. C'est vrai, quand quelqu'un est déjà maîtrisé, vous voyez, pourquoi vous devez aller jusqu'à la déshabiller, à la dénuder? Ça relève de la culture du viol. On pense que les criminels n'ont pas droit à un bon traitement. Non, ça c'est une mauvaise image que nous donnons au monde, que nous vendons, même de notre justice. Il faut voir comment on arrête les gens aujourd'hui. Même quand quelqu'un est dans une infraction vraie, vous voyez, pourquoi les gifler? Pourquoi les torturer? Pourquoi les dénuder? Celui qui est même un coupable a aussi des droits humains. Arrêter la personne, oui. On condamne ces braquages, oui. Mais nous condamnons aussi ceux qui l'ont déshabillé parce qu'ils ont marché délibérément sur les droits humains et en l'occurrence les droits de cette dame-là. Je disais que cet événement nous a fait voir que nous ne sommes pas sécurisés. Cet événement a fait voir au monde entier que les droits humains ne sont pas respectés en RDC. Cet événement a mis à nu le manque de professionnalisme de l'armée ou de la police congolaise et beaucoup d'autres faits. Et donc, je pense que enfin, ou en conclusion sur cette situation, oui, le braquage a montré certainement l'état dans lequel se trouve le pays. D'abord sur le plan de la sécurité, ou la paix et la sécurité. À l'est, il y a la guerre, au centre, il y a l'insécurité alimentaire, à l'ouest, il y a l'insécurité, qui ne dit pas son nom. On braque en plein capital, et pendant toute une journée. Vous comprenez? Comment ça a commencé? Que les gouvernements sa part de responsabilité. Oui, oui. Comment ça a commencé? Effectivement, il s'agit de négligence. Ça naît ou ça vient de la négligence. Ça a commencé à une période où les Koulouna se permettaient ou se donnaient le luxe de descendre sur des grandes artères avec des machettes, faire des démonstrations de force entre eux, bloquer la circulation des artères et commencer à se terroriser entre eux. L'État n'a pas su les maîtriser. Mais après, on a passé à un autre niveau. On a vu des cambistes être braqués en plein jour à Kinshasa, à répétition. Mais maintenant, aujourd'hui, ce ne sont plus des cambistes qui sont braqués. Maintenant, ce sont des banques. Vous voyez? Mais ça, cette situation, si elle n'est pas prise ou gérée avec toutes les deux mains par le régime, en tout cas, le mal peut aussi en profiter. Ça montre que la ville de Kinshasa, elle est, comme quelqu'un peut le dire, maîtrisable. Vous voyez, ce n'est pas bon. Ça peut aussi instable. Le Kinshasa, c'est le siège des institutions de la République. Ça mérite une protection, une sécurisation ou une sécurité vraiment musclée. Oui. Pas seulement parce que les institutions sont là, mais aussi parce que la population, nous vivons à Kinshasa, ils vivent à Kinshasa, des Congolais par milliers, ils doivent vraiment être sécurisés. Ce qui se fait là montre que
demain ou après-demain, on peut apprendre, comme on l'avait d'ailleurs une fois appris dans l'histoire, c'était seulement, je pense, cette année ou l'année dernière évidemment, où l'Assemblée nationale était prise en assaut, vous voyez, par les Christian Malanga. Oui. Vous voyez, Oui. ça relève de la négligence de l'État. L'État a les services de renseignement, l'État a les services de sécurité, et des situations comme ça doivent être décantées dans un très très bref délai. Mais ce que nous avons vu ne nous a pas honorés. Nous avons compris que certainement nous ne sommes pas sécurisés et l'État doit prendre ses responsabilités. Je condamne une fois de plus l'attitude, la culture du viol. Nous sommes en RDC où une femme est violée toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes, on viole une femme, voire en plein capital, on dénude une femme sous prétexte qu'elle est fautive. Je ne pense pas que c'est un bon indice. C'est par contre un très mauvais indice. Voilà, Monsieur Eri, je vais prendre ça comme votre dernier mot pour la journée. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci pour l'opportunité. Merci à tous les téléspectateurs. J'y arrive. Abonnez-vous à notre chaîne On en parle TV pour ne pas manquer des analyses et des émissions interactives comme celles que nous sommes en train de faire maintenant. Et surtout, likez, aimez, partagez. Cela va encore nous aider à avancer avec ce que nous sommes en train de faire. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt dans un autre numéro de On en parle. Ciao.